Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où je m'amuse devant des films d'horreur et Anaïs souffre devant des rom-coms. Salut, moi c'est Anaïs et si je devais me taguer dans Orgueil et Préjugés, je serais les préjugés. Salut, moi c'est Marie et j'avais un autre lancement mais je serais l'orgueil. C'était quoi ton autre lancement ? C'était que Mr. Darcy a complètement bousillé mes attentes sur les hommes. Ah waouh, j'ai hâte. Aujourd'hui, on plonge dans le genre le plus redouté pour Anaïs, qui se trouve aussi être mon genre préféré, celui des films romantiques en costume. Anaïs, pourquoi un tel rejet des déclarations d'amour au 19e siècle ? Honnêtement, je sais pas, je me suis un peu creusé la tête, mais je crois que je l'associe à plusieurs choses qui pour moi sont poussiéreuses, vieux jeux, un peu surannés. C'est les cours de français où j'étudiais Flaubert, tu vois, au lycée. C'est trop bien. Non, moi vraiment, voilà, on a réglé le problème. Marie aimait étudier Flaubert. Les meilleurs cours du lycée, en fait. Oh mon Dieu. J'imagine que toi, un truc que t'aimes beaucoup dans ce genre-là, c'est le fait qu'avec les conventions de cette époque, on est obligé de laisser passer beaucoup de sous-entendus et que la tension passe pas forcément par une action sexuelle immédiate, mais par des regards, un frôlement d'épaule, ce genre de trucs qui sont plus subtils et qui font monter une tension. T'as raison, j'étais en train de me poser la question sur pourquoi j'aimais autant ce genre, mais ouais. Oui, je pense qu'il y a totalement de ça. Il y a aussi le fait que j'ai toujours adoré l'histoire. Et en fait, non mais c'est vrai. Alors que moi non. C'est vrai ? Moi je suis comme Donald Trump, j'aime pas l'histoire. Moi c'était vraiment ma matière préférée, toute ma scolarité, j'adorais mes profs d'histoire, j'ai toujours adoré l'histoire. Ouais. Et j'adore les livres et les films en général qui se situent dans une autre période et qui me plongent dans un autre univers comme ça. Et je pense que ça participe quand même. Il y a totalement ce truc, comme tu dis, de on peut pas passer à l'acte et tout est en déclaration plus ou moins subtile ou des choses comme ça. Mais il y a aussi, oui, c'est totalement dépaysant en fait. C'est vraiment des voyages pour moi qui sont merveilleux. Et je pense aussi que, même si je vois le côté positif de la tension qui se crée sur les non-dits, etc., il y a aussi quelque chose pour moi de dérangeant qui est que dans ma tête, beaucoup de ces films sont sexless, enfin vraiment sans sexualité et pas forcément, je parle pas de scène de sexe à proprement parler, puisque ça, il n'y a pas besoin d'une scène de sexe pour que ce soit hyper sensuel. Mais je trouve que c'est des films qui sont, voilà, où il y a beaucoup de baise-mains. On va voir. Parce que... Oui, j'attends, mais je connais très mal ce genre, donc j'attends d'avoir tort. Non, clairement. mais parce je vais te montrer Orgueil et Préjugés là, et plus tard dans la saison, je te montrerai Jane Eyre aussi. Il y a un genre que j'adore spécifiquement, c'est la littérature anglaise du 19e écrite par des femmes. Donc, c'est les sœurs Brontë, c'est Jane Austen et c'est George Eliot. Et ça, en fait, c'est aussi parce que les personnages féminins sont très profonds pour moi. Ils sont très subtils, bien écrits. Et c'est des personnages avec lesquels j'ai grandi en m'identifiant. Et donc, dans les films, je retrouve ça aussi, plus ou moins, selon la réussite du film. Quand je pense aux films en costume qui correspondent un peu à cette période que j'aime bien, c'est souvent justement des films où il y a pas mal de subversion, où il y a un petit peu plus de noirceur ou de sexualité. Bah voilà, Les Liaisons dangereuses, j'adore le livre et j'adore toutes les adaptations qui en ont été faites. Vraiment, c'est une de mes œuvres préférées. J'adore aussi Le Temps de l'innocence, où je trouve qu'il y a aussi, il y a une passion qui déborde un peu dans le film. J'adore Barry Lyndon, même si c'est pas le 19e. Je trouve qu'il y a une noirceur ou une cruauté dans ces films-là. Mais j'aime bien quand il y a un côté subversif. Et après, je connais très mal le genre et je connais très mal, par exemple, la littérature dont tu parles. Moi, justement, je pense que j'associe tout ça à des écrivains français chiants, comme Flaubert. Au cas où vous n'aurez pas compris qu'il y avait un petit traumatisme. Alors que j'ai adoré Léo de Hurlevent. Et c'est à peu près tout ce que j'ai lu, je pense, dans cette catégorie-là. J'ai commencé Jane Eyre pendant le confinement et j'ai pas fini. Sur ma recommandation. Mais... Voilà. Donc clairement... Un des plus beaux livres jamais écrits, mais c'est pas grave. Mais j'ai hâte de découvrir cet univers-là parce que, oui, je le connais pas du tout. Et honnêtement, c'est comme la comédie musicale. C'était un genre sur lequel j'avais énormément de préjugés avant. Et c'était un genre qui était au final totalement différent de ce que j'avais imaginé. Et quand j'ai commencé à le connaître, j'étais là, mais en fait, c'est génial. Donc peut-être que, j'espère, j'ai totalement tort et qu'il y aura du sexe partout. Honnêtement, j'aurais pu faire une saison entière sur les adaptations de Jane Austen. Et franchement, je me suis dit que ça aurait été une super idée, en fait. Mais, mais c'est pas grave. Amis saison 4, voilà. Préparez-vous. Et franchement, je perds pas espoir de pouvoir caser peut-être une deuxième adaptation de Jane Austen. Parce que là, celle que j'ai choisie, c'est Orgueil et Préjugés, la version de 2005 de Joe Wright, qui est dispo sur Canal+, si vous voulez la voir.
Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce que pour moi, en fait, Orgueil et préjugés, je précise pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de débats parmi les fans, hein, donc voilà. Oui, parce que depuis qu'on l'a annoncé, tout le monde nous dit quelle version, quelle version, Voilà. quelle version, quelle version. Déjà, en plus, il y avait la question de quelle œuvre de Jane Austen je choisis, parce qu'il y a quand même Raison et Sentiment qui avait été reprise par Ang Lee dans les années 90, qui a fait un très beau film. Emma a été reprise une bonne dizaine de fois. Je pensais que Emma, c'était Emma Bovary. Non. Mais Clueless, c'est Emma, version moderne. Persuasion aussi a une version qui est pas mal. Pour moi, Orgueil et préjugés, déjà, c'est à travers ce livre que j'ai découvert Jane Austen. C'est son œuvre la plus connue. C'est celle qui a le plus influencé, je dirais, les comédies romantiques modernes. Le personnage de Darcy, c'est vraiment un personnage qui est très culte et qui a énormément influencé la façon dont on considère le rôle masculin dans les récits romantiques. Donc, je me suis dit que j'allais commencer par Orgueil et préjugés. Et pourquoi le film de Joe Wright de 2005, alors que beaucoup de gens vont dire la version de la BBC est beaucoup mieux. La version de la BBC dure 6 heures. Alors déjà, la version de la BBC n'est pas un film. Et on regarde des films. Voilà, c'est une mini-série de 6 heures. Alors certes, Colin Firth joue Mr. Darcy dedans et c'est le meilleur Mr. Darcy de l'histoire de tous les Mr. Darcy. Et il joue pas aussi Mr. Darcy dans Bridget Jones? Si. Bridget Jones, c'est une version moderne de Orgueil et préjugés qui a été écrite par Ellen Fielding après qu'elle ait vu la version de la BBC en 95. C'est ça qui l'a inspirée. Et donc, forcément, cette version de la BBC a beaucoup impressionné et reste comme la version, la meilleure adaptation parce que c'est la plus fidèle, parce qu'ils avaient 6 heures pour adapter le livre, donc forcément, ils peuvent adapter toutes les scènes. Ouais. La version de Joe Wright, pour moi, c'est honnêtement, je l'ai découverte au lycée. J'ai adoré ce film. Je le vois avec un œil un peu plus critique aujourd'hui, mais ça a été un des films fondateurs dans mon amour des adaptations de Jane Austen. Donc, pour moi, ça faisait sens. Je ne sais pas si tu vas aimer, honnêtement. Qu'est-ce que tu sais du film et de cette histoire? Alors, je ne sais absolument rien, même si j'ai vu Bridget Jones, donc j'imagine que je vais reconnaître certaines ficelles dans le film. Du coup, je sais aussi qu'il y a un personnage qui est orgueilleux et il y a un personnage qui a des préjugés. On verra. Je crois que c'est la blague que Tom Hanks fait. Oui, mais bon. Mais voilà, donc j'imagine que ces deux personnes, c'est un homme et une femme, qui ne peuvent pas être ensemble à cause de l'orgueil et des préjugés qu'ils ont. Et je suis à peu près sûre qu'il y a une histoire de fontaine ou d'étang. Parce qu'il y a ça dans Bridget Jones et il y a ça, et tout le monde parle du truc dans. Il y a ça dans Bridget BBC. Jones dans le deuxième. Ah oui, non, oui, il y a ça dans Bridget Jones. Où Colin Firth sort d'une fontaine ou je sais pas quoi et tout le monde parle tout le temps de ça. Il sort d'un étang, mais voilà, bon, d'accord. C'est pas dans le livre, hein, on va juste dire ça comme ça, mais oui, c'était culte dans la version de la BBC. Mais à un moment, il est mouillé, quoi. On verra. Mais c'est tout ce que je sais. Et quelles sont tes attentes? Honnêtement, juste, j'espère que je vais aimer parce que j'espère que je vais pas m'emmerder. J'espère que tu vas aimer au moins un des films que je vais te montrer quand même. C'est clair. Non, mais après, j'ai aimé. Vous avez un message, hein, encore. Je ne laisserai pas la narration dévier comme ça. Je me demande ce que je penserai du film. Vous avez un message dans 6 mois, parce que je pense que il va faire son cours dans ma tête. Non, j'espère que je vais pas trop me faire chier. Dans le pilote, tu as dit que tu préférais te pendre plutôt que voir Orgueil et préjugés. Est-ce que tu es toujours dans cet état d'esprit? Alors oui, mais ça, c'est mon exagération de sudiste, apparemment très typique. J'ai pas envie de me pendre, je vous rassure. Mais tu vas vraiment à reculons. Pas particulièrement. Non, en fait, le truc aussi, c'est que là, on est en novembre maintenant, et donc j'ai changé d'état d'esprit. Je regarde toujours beaucoup de films d'horreur, mais j'avoue que là, en ce moment, j'ai envie de romance. Et j'ai envie d'être un peu portée par les films romantiques que tu vas me montrer. Donc, j'ai envie d'un peu de cucul en ce moment. Donc, peut-être que c'est le... tu auras. Voilà, peut-être que c'est le bon moment. On a un petit jeu dans cette saison d'Amis. À chaque épisode, on essaie de deviner ce qui se passe dans le film en se basant uniquement sur l'affiche. Anaïs, est-ce que tu peux décrire l'affiche de Orgueil et préjugés et me dire de quoi le film parle à ton avis? D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir une petite surprise pour toi sur l'affiche. Tu sais pas qui y a au casting? Il y a Keira Knightley. Ouais. Ah oui. Ah oui, mais on en a parlé en plus. Oui, c'est Tom. C'est Tom Wamsgans. Oui, du coup, c'est lui, Monsieur Darcy. Ouais. Et donc, il est très hot dans ce film. Bon, c'est Matthew McFadyen qui joue Tom Wamsgans dans Succession. Et dans Succession, c'est un personnage vraiment pas sexy. Non, c'est clair. Mais là, il joue Mr. Darcy. Ah oui, non, mais c'est vrai que j'avais oublié, mais on en a beaucoup parlé en regardant Succession de ça. J'ai très hâte. J'ai un biais qui va être compliqué à surmonter, c'est que je déteste Keira Knightley. Je partage ce biais, Anaïs. Ok, d'accord. Mais alors après, moi, le problème, c'est que je l'ai un peu découverte. Je l'ai découverte avec Joue-la comme Beckham et après avec ce film. Et à ce moment-là, je la détestais pas encore. Ouais, c'est après quand tu l'as vu faire... Oui. Non,
le film sur la Sur la thérapie. psychanalyse. C'est horrible. Elle est nulle dans ce film, c'est une horreur. Et puis alors vraiment, Joe Wright adore adapter des livres, j'en parlerai, mais il a adapté aussi Anna Karenine avec Keira Knightley, et c'est vraiment, ce film est un crime contre la fiction, contre Tolstoï, contre moi, personnellement. Et bon, pour moi, Merde. Orgueil et préjugés, c'est bien quand même. D'accord, je l'ai pas vu non plus, Anna Karenine. Mais décris l'affiche du coup. Ah oui, donc c'est Keira Knightley qui a une mâchoire relativement bien positionnée pour l'instant, qui tourne un peu la tête vers sa droite, et derrière elle, il y a Matthew Macfadyen qui a une mèche et qui a de la chemise un peu entrouverte et on voit ses poils de torse. Donc déjà, je suis partante. Ils ont pas l'air très bien habillés, ce qui me dérange un peu parce que quand je vois des films en costume, je veux qu'ils soient riches. Et là, ils ont pas l'air riches. Et genre, elle est mal coiffée et tout. Les deux sont mal coiffés. Et Ça va être compliqué, je sens. Et en dessous, il y a une photo avec un arbre. Donc j'imagine qu'il y a une déclaration d'amour à côté d'un arbre ou quelque chose comme ça. Et il y a la nature et il y a un coucher de soleil. Voilà. Est-ce que tu penses que ça va me plaire ? Toi, en tant que vierge du genre, je pense que c'est une bonne façon de rentrer dans ce genre-là. Bah écoute, on va voir. Ouais. J'ai peur et j'ai hâte. Eh bien, allons-y. On est de retour. Anaïs, tu as enfin vu Orgueil et préjugés et tu ne t'es pas pendue. Tu Non. as survécu et tu as même aimé. Plot twist. C'est tout ce que je veux, moi. C'est tout ce que tu veux, quoi, ça? Ben ouais, un mec qui marche dans la brume avec une belle musique, là. C'est tout ce que tu veux dans ta vie ou dans un film? Dans un film romantique. Ouais. Mr. Darcy. Ah, tout est bien qui finit bien. Oui, j'aimerais réagir sur le premier extrait. Oui. J'attends beaucoup plus de ma vie qu'un homme qui marche dans la brume avec un manteau. Ok, c'est bien de préciser ça. Voilà. T'as pensé quoi du film? Eh bien, Marie, j'ai lutté en vain et je n'en puis supporter davantage. Malgré moi, les attentes de ma famille, notre différence de rang et les circonstances, j'ai aimé Pride and Prejudice avec la plus grande des ardeurs. Oh, bravo! Magnifique. Voilà, c'était pas mal. Non, mais attends, tu l'as aimé avec la plus grande des ardeurs ou c'était Oui, non, pas- j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était d'accord. une très bonne expérience. Ok, super. Et elle a repris, pour ceux qui n'ont pas compris la référence, la déclaration de Darcy à Elisabeth à la moitié du film. Est-ce que t'étais surprise que ça me plaise ? Je n'osais y croire, mais en me basant sur ce que tu m'avais dit que tu voulais d'un film romantique, je m'étais dit que tu trouverais ça dans Orgueil et préjugés, parce que très clairement, il y a de la tension. Ça frétille un peu, tu te demandes ce qui va se passer et tout ça. Il y a des regards persistants, il y a des non-dits ou des choses comme ça. Donc, je m'étais dit que ça marcherait bien. Et puis, je sais aussi que cette adaptation, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisie, est l'une des plus grand public des adaptations des romans de Jane Austen et l'une des plus hollywoodiennes aussi. Enfin, l'une des moins un peu anglaises, un peu coincées, quoi. Ouais. Donc, je m'étais dit qu'il y avait de grandes chances pour que ça te plaise, mais en même temps, tu partais avec un tel a priori négatif que je n'osais y croire. C'est clair. Avant de rentrer dans les détails, Anaïs, est-ce que tu peux me résumer l'intrigue en 30 secondes? Alors, ça se passe à une époque où personne ne savait se coiffer la frange. Et c'est une histoire d'amour entre Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy, qui s'aiment et qui se détestent en même temps parce qu'ils sont trop orgueilleux et trop préjugés. Et c'est ton résumé? Bah oui. Bravo. Qu'est-ce que je dise d'autre ? J'essaye d'être concise. Ok. Bah, je sais pas si quelqu'un n'a pas vu le film, je sais pas s'il va avoir toute la... Mais il a l'essence. C'est ça qui est bien. Alors justement, qui est orgueil et qui est préjugé? Un petit peu les deux. Mais c'est surtout, Monsieur Darcy, il en tient une couche quand même, parce qu'il est orgueil et il est préjugé. Puisque, en gros, l'élément déclencheur, c'est que la première fois qu'ils se croisent, Elisabeth l'entend dire qu'il la trouve pas très jolie. Et il la juge un petit peu, quoi. Et il juge un peu sa famille. But her sister Elizabeth is very agreeable. Perfectly tolerable, I dare say. Not handsome enough to tempt me. Et donc, elle, par orgueil, va le remballer et après jure de le détester, alors même qu'il est sexy. Et elle a des préjugés sur lui parce qu'elle juge quand même sa richesse et son côté coincé. Donc, il y a du préjugé et de l'orgueil des deux côtés, mais c'est quand même un peu ses torts à lui qui démarrent le truc.
Le livre, à l'origine, s'appelait First Impressions, donc première impression. Et c'est sûrement, on pense, en raison du succès de Sense and Sensibility, donc Raison et Sentiment, qui est sorti avant Orgueil et Préjugés, que le titre a été changé. Donc, c'était peut-être un petit truc marketing aussi. Enfin, marketing version 19e. Hein. Mais du coup, le titre originel, c'était Premières impressions. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est comment dépasser les premières impressions qu'on a de quelqu'un, quoi. C'est beau. Mais oui, c'est magnifique. Orgueil et Préjugés, justement, la version que je t'ai montrée, c'est un film de 2005, réalisé par Joe Wright. C'est une adaptation qui est à la fois fidèle, selon moi, à l'esprit du livre, mais qui en même temps prend pas mal de liberté. Donc, c'est un peu une interprétation. C'est comme ça que ça a été présenté aussi. Est-ce que les dialogues du film sont des répliques exactes du livre ? Oui, alors pas tous les dialogues, mais beaucoup. Et certaines répliques sont attribuées à des personnages dans le film, alors qu'elles appartiennent à d'autres personnages dans le livre. Alors ça, c'est toujours quelque chose qui me dérange un tout petit peu. Et puis après, il y a des dialogues qui sont bien sûr raccourcis. Bon, bah, c'est une adaptation. Oui, bah oui, ça c'est normal. Et puis ça me fait penser à West Side Story de Spielberg, où il a attribué certaines chansons à d'autres personnages que ceux qui les chantent originellement, et ça marche hyper bien. Donc parfois, ça vaut le coup de prendre le risque quand c'est fait de manière intelligente, quoi. Moi, je connais pas du tout l'œuvre de Jane Austen. Est-ce que cette histoire-là, dans le film, et globalement cette histoire-là, sont représentatives de ce qu'elle écrit ? Oui, Jane Austen a écrit 6 livres de son vivant. Il y en a 4 qui ont été publiés de son vivant et 2 qui ont été publiés à titre posthume. Ça aurait été bizarre si elle en avait écrit 6 De étant morte. C'est vrai, c'est complètement con ce que je dis. C'est vrai. On sait jamais. Non, mais enfin bon, il y en a 2 qui ont été publiés à titre posthume, c'est ça que je veux dire. Et en fait, dans tous ces livres, c'est des romans de mœurs. Donc, c'est des romans assez réalistes qui se situent dans l'Angleterre de son époque. Donc, en général, c'est la Régence ou c'est les années avant la Régence. Donc, la Régence anglaise, c'est 1811-1820. Mais par exemple, Orgueil et Préjugés, elle a commencé à l'écrire avant. La milice qu'on voit dans les soldats qu'on voit, en fait, c'était des soldats qui étaient en guerre contre la France à ce moment-là. C'était juste après la Révolution française, dans les années 1790. Et en fait, dans tous ces livres, il y a quand même des thèmes qui sont très présents et qui sont présents dans Orgueil et Préjugés. Il y a même des schémas, en fait. Par exemple, le personnage de Wickham, qui est un peu un personnage qui a l'air très séduisant et charmant et bien sur tout rapport, et qui est beaucoup plus charmant et séduisant que le héros masculin, s'avère être un escroc et quelqu'un auquel il ne faut pas se fier. En anglais, on dit scoundrel, c'est un gredin. Un gredin, c'est ça la traduction ? Un vaurien. Un vaurien, voilà. Un chenapan. Anaïs, dictionnaire de synonymes. Et dans la plupart de ses livres, il y a un personnage comme ça. C'est-à-dire que dans la plupart de ses livres, par exemple, dans Emma, c'est Frank Churchill, qui est pas aussi dégueulasse que Wickham, mais il y a ce personnage qui a l'air très séduisant comme ça et auquel la jeune femme s'attache un petit peu avant de réaliser que sous ces airs très charmants, il y a autre chose qui se cache. C'est toujours des héroïnes qui sont au cœur de son récit. Elles sont toujours jeunes. Dans Persuasion, elle est un peu plus âgée et c'est un peu une vieille fille, mais elle a même pas la trentaine. Hein. C'est une autre époque. Et c'est des filles qui sont dans des situations où leur seule voie vers l'émancipation, c'est le mariage. Et en fait, c'est aussi... Enfin, c'est pas vraiment une émancipation, mais vers une forme d'autonomie de leurs parents ou de leur famille. Et ce sera un mariage avantageux, mais aussi un mariage d'amour. Donc, c'est toujours ça chez Jane Austen, c'est-à-dire qu'elle mélange en même temps les questions de classe et les questions de mariage et les questions d'amour. Donc déjà, par exemple, les dynamiques sociales. Dans le récit, là, Élisabeth et ses sœurs ne vont pas hériter de la propriété de leur père. C'est central au récit. C'est ça qui motive complètement le fait qu'on soit intéressé dans le fait qu'elles cherchent un mari. Leur mère est obsédée par leur mariage. Je sais pas ce que tu as pensé de la mère. Elle m'a un peu saoulée. Même si je trouve que le film réussit très bien à lui donner une ou deux scènes qui l'humanisent un petit peu et qui nous permettent de comprendre son point de vue. When you have 5 daughters, Lizzie, tell me what else will occupy your thoughts, and then perhaps you will understand. Bah, le jour où tu auras 5 filles, je t'invite à me dire si tu penses à autre chose. C'est vrai que c'est une préoccupation qu'on peut comprendre. C'est un peu House of the Dragon, quoi. Comme le pauvre mec qui n'arrête pas de pondre des filles. Au bout d'un moment, si tu as besoin d'une succession qui fonctionne, tu as besoin de garçons, quoi. Oui. À cette époque et dans ce cas-là, en tout cas, oui. Ouais, ben voilà, c'est ça. Enfin, dans ce contexte-là, et donc clairement, oui, la mère, elle est un peu crispante parce qu'elle est obsédée par ça. Bah, elle est moins crispante dans le film que dans le livre. Hein. Dans le livre, elle a des moments de tendresse avec ses filles. Dans le livre, elle est vraiment insupportable. C'est un objet comique, en fait, dans le livre, très clairement. Mais c'est vrai que ces dynamiques sociales, elles sont très, très présentes chez Jane Austen. Et c'est parce que Jane Austen,
elle-même s'inspirer de sa propre vie. Son père, George, était recteur. C'est aussi pour ça qu'il y a souvent des personnages de recteurs anglicans dans les livres de Jane Austen. Elle venait d'une branche très appauvrie, d'une famille fortunée. Et ses parents, alors qu'ils venaient chacun d'une famille très éduquée, de la gentry anglaise, n'avaient pas l'argent qui suivait. Et en règle générale, il y a cette dynamique toujours dans les livres. Et c'est ce qu'on voit là, en fait. C'est des filles qui sont pas pauvres, malgré ce qu'Anaïs pensait, on va l'entendre. Mais elles sont pas pauvres, mais elles sont désavantagées au niveau de leur héritage. Ah oui, elle est pauvre en fait. Non, elle est pas pauvre. Non. C'est une vanne du pied. Franchement, on est rien. Disons que la scène d'ouverture, elle est en train de se balader. Je sais pas, elle est mal coiffée, elle a une robe un peu marronasse, on dirait un vieux torchon. Enfin, je pense que moi, quand j'imagine aussi les films en costume et cette époque, j'imagine quelque chose de plus extravagant et une richesse, une vraie opulence. Et là, après, évidemment, ça se ressent dans le film, c'est-à-dire qu'il y a une opulence chez d'autres personnages que elles n'ont pas. Donc, elle est quand même, oui, elle est moins fortunée que les autres personnages. Et il y a une vraie différence quand même quand elle arrive dans la maison de Darcy. On sent qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, quoi. Oui, non, mais bien sûr, ça c'est sûr, parce que de toute façon, Darcy, c'est genre un millionnaire, selon nos critères aujourd'hui et tout ça. Après, c'est aussi un choix de Joe Wright, parce que quand on regarde l'adaptation de la BBC, c'est pas les mêmes costumes. Après, il y a aussi des anachronismes, c'est-à-dire que quand elle arrive les cheveux en l'air à Netherfield, ça ne se passerait jamais. Enfin, les femmes à cette époque avaient toujours les cheveux attachés. Par exemple, sur ces tenues, c'est aussi parce que Joe Wright a choisi de ne pas situer le film dans l'époque de la Régence. C'est les robes taille empire, même si là, il y en a aussi, mais un peu plus apprêtées, mais de le situer quelques années plus tôt, en 1797, je crois à peu près, à l'époque où Jane Austen avait commencé à écrire le livre, la première version du livre, parce qu'elle a écrit la première version quand elle avait 21 ans à peu près. Elle est revenue dessus plus de 10 ans plus tard pour le retravailler avant de le publier en 1813 pendant la période de la Régence. Et donc la plupart des autres adaptations ont choisi de le situer dans la période de la Régence. Lui a choisi de le mettre un peu plus tôt et c'est aussi pour ça que il y a plus de boue, il y a plus de ferme. Enfin, c'était un choix aussi pour lui d'être dans un truc un peu plus réaliste. Il en a parlé. Il voulait pas être dans cette mouvance du heritage movie, heritage cinema, qui était les films anglais en costume où tout est très propre en fait. Ouais. Il voulait salir un peu tout ça. Oui, où tout le monde est poudré avec des boucles anglaises, des perruques, tout ça. Oui, voilà, ou même, enfin, pas forcément poudré parce que ça dépend de l'époque, mais oui, où il y a quelque chose de très propre en fait, où les jardins sont très taillés ou des choses comme ça. Là, il y a quelque chose d'un peu plus fougueux, disons, qui correspond aussi à leur sentiment. L'autre grand thème des livres de Jane Austen, c'est le mariage. C'est le but ultime. Tous les livres de Jane Austen se finissent par un mariage, spoiler alert. Et ce qui est intéressant, c'est que Jane Austen elle-même ne s'est jamais mariée, mais en même temps, on retrouve des éléments biographiques dans... Yes, Queen. Ouais. Mais on retrouve des éléments biographiques de sa propre vie, un peu dans les dynamiques de séduction des personnages. Elle avait eu une histoire avec un mec qui s'appelait Tom Lefroy, qui était irlandais. Et en fait, elle était très séduite par lui. Mais sa famille, à lui, l'a dissuadée de la demander en mariage. Elle-même savait aussi que c'était pas raisonnable parce qu'aucun des deux n'était fortuné. Ils étaient tous les deux pauvres. Et elle a eu un autre flirt avec le mariage, un autre moment, avec un mec qui s'appelait Harris Big Weather, qui l'avait demandé en mariage. Elle a dit oui. Et le lendemain, apparemment, elle lui a dit non. Et apparemment, ce mec était un bon parti, mais apparemment, il était un sup. Et du coup, elle a dit oui par intérêt au début, et puis elle s'est dit non, c'est pas possible. Quoi. Ouais. On retrouve, je trouve, un peu ces dynamiques. Enfin, en plus, quand tu vois d'autres films ou quand tu lis des livres d'elle, tu retrouves vraiment ces espèces de questionnements sur un mariage d'intérêt ou un mariage d'amour. Ça y est aussi dans le film là avec Charlotte Lucas qui épouse Mr. Collins. C'est la meilleure amie d'Elizabeth. Et Mr. Collins, c'est le personnage le moins aimable. Enfin, il n'y a rien qui est attirant chez lui, mais elle l'épouse pour avoir sa propre maison et pour pouvoir être une épouse. Ouais. Bon, en tout cas, ça se finit donc toujours par un mariage, mais toi, tu ne savais pas ça. Effectivement, le peu de références que j'ai sur ce genre de film en costume sont peut-être plus sombres, c'est-à-dire que a priori, dès que tu attrapes un rhume, tu meurs. C'est vrai que quand Jane, la sœur d'Elizabeth, attrape un rhume, tu étais très inquiète pour elle, c'était assez touchant. Elle va mourir. Bah oui, parce qu'en fait, je pensais aux 4 filles du Dr March et au fait qu'il y a une fille qui meurt dedans.
et qu'il y a quand même un contexte assez triste, assez violent même dans ce récit-là. Et donc je me disais, pourquoi pas, hein. Enfin, il y en a 6 ou 5, tu vois, s'il y en a une bien qui meurt, une qui va mourir sur le lot. c'est ça, elle va toutes courir sous la pluie, là. Il y a un moment où il faut faire gaffe, hein. Mais t'as compris au bout d'un moment, tu as prévu la fin heureuse. Ils vont se mettre ensemble. Ils vont se marier. Qui? Lui et Jane. Tu vas voir. Ça va bien finir. C'est pas comme les 4 filles du Docteur March où tout le monde meurt, quoi. Tout le monde meurt. N'exagérons rien. Le sens de la mesure. C'est clair. Mais oui, je suis tout à fait rentrée dans le film, c'est-à-dire que j'étais très triste quand Bingley et Jane sont séparés. Elle s'appelle Jane, c'est ça? Ouais. Mais en même temps, ça se passe tellement tôt dans le film que je savais qu'il y avait forcément une suite à cette histoire. Et donc oui, il y a un moment où je me suis un peu détendue en me disant ça se voit que c'est ce genre de film où ça va bien finir. Et c'est très agréable. On va rentrer dans le vif du sujet en faisant un petit tour d'horizon des personnages et de leurs interprètes. Il y a d'abord Elizabeth, qui est jouée par Keira Knightley. Alors, j'avais un peu peur parce que tu n'aimes pas trop Keira Knightley. D'ailleurs, Pas trop. tu as eu des petites remarques pendant le visionnage. Elle est chiante quand même un peu, Keira Knightley. Hein. Je me suis dit ça parce qu'au début du film, elle a beaucoup de maniérisme. Mais en même temps, c'est ça que j'aime beaucoup au final dans le personnage, c'est que je l'imaginais comme quelqu'un de plutôt stoïque ou un peu revêche. Et donc j'ai été déstabilisée parce qu'en fait c'est quelqu'un d'assez malicieux, pétillant. Et j'aime beaucoup, surtout pour un personnage qui date autant, qu'elle soit à la fois très féminine, parfois un petit peu girly, malicieuse, elle glousse, elle gambade gaiement dans les prairies. Mais ça n'empêche pas d'avoir de l'esprit et aussi parfois d'être très en colère, d'être agressive quand il faut l'être avec Darcy ou avec d'autres personnes qui méritent son agressivité et d'avoir plein de facettes et de nuances. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était très appréciable et donc c'était ma réaction au début du film où j'étais là, bon, est-ce que Keira Knightley peut arrêter de mettre sa langue entre ses dents là, je trouve ça hyper cliché, mais très vite, je l'ai trouvé super et j'ai adoré le personnage. Oui, il y a une antipathie envers Keira Knightley que partage beaucoup de monde et c'est vrai que moi, elle a tendance à me crisper dans certains rôles, mais je l'aime beaucoup dans celui-ci. Je pense que c'est aussi parce que c'est un des premiers dans lesquels je l'ai vue et parce que je pense qu'en vrai, c'est une bonne Elizabeth Bennet et je pense qu'il y a des gens qui vont se retourner et qui vont être hyper énervés par ce que je dis. Je la trouve meilleure que Jennifer Hale qui joue dans la version BBC parce qu'elle est plus vive, parce qu'elle est plus jeune aussi. En fait, le parti pris de Joe Wright, c'était de caster des acteurs qui avaient l'âge des personnages dans le roman, ce qui n'a pas été le cas dans les autres adaptations, où ils ont en général 10 ans de plus. Là, Keira Knightley, elle a vraiment 20 ans. Et ça y joue beaucoup, en fait. Il y a une forme de fraîcheur et de vivacité. On sent, en fait, tout son côté, comme tu dis, un peu féminin, très jeune, où on peut comprendre aussi pourquoi elle aurait des préjugés comme ça et comment elle pourrait se laisser séduire par un Wickham. Même si elle est brillante, elle n'a pas encore la maturité et la distance que l'expérience peut lui donner pour comprendre, saisir que le charme ne fait pas tout et qu'il y a des choses derrière. Par exemple, quand elle arrive devant la demeure de Monsieur Darcy et qu'elle laisse échapper un petit rire moqueur ou un gloussement toute seule, c'est le genre de truc un petit peu quirky que je m'attendais pas forcément à voir chez ce personnage-là, Oui. mais que je trouve pas déplaisant justement parce que ça va totalement à l'encontre de cette attente où on voudrait qu'un personnage féminin intelligent soit forcément un petit peu plus austère ou tout le temps un petit peu supérieur avec son intelligence, alors qu'elle, en fait, au contraire, elle est aussi très sociable et très agréable et souriante. Il y a donc aussi Monsieur Darcy. Qui est peut-être le lead masculin, le héros romantique masculin le plus culte. Même moi, quand j'ai vu Bridget Jones, par exemple, même jeune, je savais que Darcy, c'était une référence romantique à un autre Darcy. Quand tu as autant de personnages qui s'appellent Mr. Darcy dans l'histoire du cinéma et de la pop culture, tu sais que Mr. Darcy, c'est synonyme de héros romantique. Et qu'est-ce que tu as pensé de Mr. Darcy ? Il m'a beaucoup fait rire parce que j'aime le côté asocial. Quand elle lui demande s'il aime danser et qu'il dit non à moins qu'on m'y force, je trouve que c'est très marrant. Tu m'avais dit que tu avais quelques hésitations sur le film et sur le choix de Matthew Macfadyen dans le rôle.
Je trouve qu'en fait, c'est pas un acteur qui est très bon pour jouer des rôles silencieux. Il est très bon en comédie, on l'a vu dans Succession, mais il est pas très expressif. Et donc, il y a beaucoup de scènes où juste il fixe les gens. Avec un air un peu bené. Et en fait, ça marche pas parce qu'on ressent pas son intériorité du tout dans ces scènes-là. Et donc, il fait un peu poisson mort dans ces scènes-là quand il parle pas. Par contre, quand il parle, il prend vraiment vie. Et je trouve que, moi, je l'ai trouvé suffisamment sexy pour que ça marche, quoi. Moi, c'est pas mon Darcy préféré, très clairement. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent la version de 95 de la BBC, parce que c'est Colin Firth et c'est là qu'il a été révélé au grand public aussi. Et c'est vrai qu'il est inoubliable et il est parfait pour le rôle. Je pense aussi que Matthew Macfadyen, la façon dont il joue Darcy, on a l'impression qu'en fait, son côté froid, c'est de la timidité. Et c'est pas le personnage. Pour moi, en fait, Darcy, son côté froid, c'est pas de la timidité, c'est vraiment de l'orgueil. Ouais. Je trouve qu'on le ressent pas trop dans son interprétation, qui part plus dans un truc limite un peu touchant. On a l'impression d'avoir un petit garçon un peu parfois qui juste sait pas se comporter en société. Alors que vraiment, dans le livre, comme dans la version de la BBC, on ressent bien mieux ce côté où Darcy le reconnaît lui-même dans le livre, qu'il a été élevé dans une bulle où on lui a appris les valeurs morales qui étaient les bonnes. Il sait ce qu'il est censé faire pour être quelqu'un de bien, mais en même temps, il a énormément conscience de son importance, de sa place dans le monde, et il a un certain mépris pour les gens autour. Et c'est sa relation avec Elisabeth qui va lui permettre d'ouvrir les yeux là-dessus et de se remettre en question et de changer et de vraiment évoluer. Ça, je trouve qu'on le sent beaucoup moins avec ce personnage et cette interprétation dans la version de 2005. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'en fait, il est mal jugé par Elisabeth dès le début et qu'en fait, c'est juste un mec un peu timide qui sait pas se comporter en société. Je sais pas si j'irai jusque-là. Moi, sans avoir lu le livre, je pense que ça a peut-être été atténué par rapport au livre, mais j'ai quand même ressenti ça. Je trouve que dans la scène qu'il partage avec Elisabeth et la sœur horrible, là, Caroline, on comprend très bien qu'il est quand même assez hautain, qu'il a des exigences assez démesurées envers les autres personnes qui l'entourent. Donc, je l'ai quand même suffisamment ressenti. En tout cas, j'avais pas juste l'impression que c'était quelqu'un qui ne sait pas se comporter en société et que c'est tout, quoi. Ouais. Mais je pense juste que son interprétation aurait pu avoir un petit peu plus de nuances. Et il y a plein de scènes où j'ai ri, juste parce que c'est des plans de son visage pendant qu'il est en train de fixer Elisabeth ou quelqu'un d'autre, et il a juste l'air con, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Donc ça fonctionne pas trop. Dans ces moments-là, t'as envie, au contraire, qu'il y ait quelque chose d'un petit peu sulfureux ou de restreint, ou au contraire de hautain, et en fait, tu ressens pas ça. Colin Firth, il a vraiment ça, Ouais. pour le coup. En tout cas, tu as quand même été convaincu, je pense, par Darcy, on va l'entendre. J'adore les hommes riches et honorables. C'est ça. Je pense qu'il représente un fantasme qu'on a vu des milliards de fois et qui est juste tristement banal et compréhensible, qui est que avoir un crush qui nous ignore et nous rejette, c'est beaucoup plus agréable de s'imaginer que c'est parce qu'au fond de lui, il nous aime, mais il peut pas vraiment se l'avouer à lui-même, que juste le fait qu'il en a rien à foutre de nous. Et donc, c'est très séduisant de se dire qu'un homme qui a juste une tête de poisson mort et qui nous fixe sans sourire pendant des mois et des mois pourrait en fait secrètement être passionné par nous. Et si en plus il est méga riche, c'est le rêve de Oui, et de puis tout le monde. c'est aussi un énorme trope de se dire qu'un gros connard a en fait un cœur d'or. Oui, Au exactement. fond, ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est ça. Je précise. Il y a plein d'autres personnages dans ce film. Je trouve que c'est le plus grand succès du film, c'est le casting des personnages secondaires. On a Jane et Bingley, qui sont joués par Simon Woods et Rosamund Pike. Donc ça, c'est la deuxième histoire d'amour en dessous. T'as pensé quoi de leur histoire ? Ouais, ils sont très mignons tous les deux. Je trouve que ça fonctionne très bien et c'est relativement... le conflit est relativement facile à tolérer. C'est pas vraiment un quoi. conflit, ouais, Voilà. c'est ça. En fait, eux, c'est la version un peu cute et romantique du truc, alors que je pense que Darcy et Elisabeth, c'est un peu plus conflictuel, quoi. Oui, et puis eux, en fait, c'est évident de la première à la dernière scène, Jane et Bingley qui sont fous amoureux l'un de l'autre et que c'est leur entourage, ou en l'occurrence l'entourage de Bingley, qui les sépare, alors que Elisabeth et Darcy, c'est eux-mêmes et leurs préjugés l'un envers l'autre qui les séparent. Donc du coup, le conflit n'est Très pas bien le même. observé. J'ai 20 sur 20, c'est bon. Très bonne analyse de texte. Il y a aussi Wickham, qui est joué par Rupert Friend, qui, pour la petite histoire, s'est mis en couple avec Keira Knightley sur ce tournage. Ils ont été en couple ensuite ensemble. Intéressant. Et qui était dans Homeland. Dans Homeland. C'est Queen dans Homeland et il est Très sexy. très sexy. Et là, il joue Wickham qui finit avec Lydia. Lydia.
qui est insupportable. Ouais. Bon, après, Jenna Malone, déjà de base, elle aime bien le genre de personnage un peu relou. Oui. Et là, c'est vrai qu'elle est très crispante. Pendant que je voyais le film, je pensais à l'interprétation de Amy par Florence Pugh dans Little Women, Les filles du Dr. March, qui est sorti récemment, où je me disais que c'était un peu ce genre de personnage qui est immature et qui peut être crispant et qui commet même des actes assez détestables dans Les 4 filles du Dr. March. Mais Florence Pugh lui a donné un tel charme et l'a rendue aussi très, très comique, très marrante. Et là, c'est vrai qu'après, visiblement, tu m'as dit que dans le livre, elle est aussi insupportable et donc c'est prévu pour, quoi. Mais je me disais, c'est un personnage qui me repousse un peu et alors Mais j'aurais il est aimé censé qu'elle me être fasse repoussant. rire. Oui, mais tu vois, par exemple, le cousin, il me repousse, mais il me fait vraiment rire. Je le trouve divertissant. Alors que elle, je trouve que c'est juste, j'ai pas envie de voir les scènes dans lesquelles elle est. Je trouve que Jenna Malone est excellente en Lydia parce qu'elle capture tout ce que le personnage est censé être, en fait. C'est qu'elle est immature, insupportable, crispante, écervelée, égocentrique, n'a aucune mesure des conséquences de ses actes, de l'impression qu'elle va faire sur les autres. Lydia, elle n'est pas censée être sympathique du tout. Et ensuite, on a les parents. Ça, c'est le plus gros changement du livre vers le film qui, moi, me dérange un peu. C'est que les parents s'aiment dans le film. Ils ne s'aiment pas dans le livre. Bon, la question la plus importante, c'est est-ce que tu penses que c'est romantique ? Bah oui, je trouve que c'est très romantique. Et comme vous l'avez entendu au début, c'est exactement ce que j'attendais et ce que je voulais. Il y a les petits regards en coin. Elle est en train de le chercher un peu du regard et en fait, lui, il passe juste derrière elle et puis finalement, il se ravise, il va pas lui parler. Enfin, ce genre de choses, de problèmes de communication, de simples caresses sur la main ou ce genre de trucs, j'adore. Et oui, les caresses sur la main sont très, très importantes dans ce film. Tout à fait. Bon, il y a plusieurs scènes clés dont on va parler. C'est quoi tes scènes préférées d'ailleurs ? Celle du bal. Pourquoi celle du bal ? Bah, pour moi, c'est le... Déjà décrit là. Bah, c'est un bal où les gens dansent en se tapant dans les mains et en tournant dans tous les sens. Et c'est une scène qui rassemble toutes les qualités du film. C'est-à-dire que déjà, elle est très bien mise en scène. Il y a beaucoup de mouvements. C'est des danses quand même assez complexes avec des personnages qui n'arrêtent pas de changer de position et donc d'échanger avec différents autres personnages. Et il y a notamment le moment où Elisabeth et Darcy se mettent à danser ensemble et à parler en même temps et à s'échanger un peu des réparties en ping-pong, qui est filmé en plan séquence. Say something, Mr. Darcy. I talked about the dance. Now you ought to remark on the size of the room or the number of couples. I'm perfectly happy to oblige. Please advise me of what you would like most to hear. That reply will do for present. Et donc on est vraiment happé par la scène qui ne coupe pas et qui garde vraiment la caméra sur eux à chaque moment et à chaque mouvement qu'ils font. Ils sont tous les deux très bons dans cette scène parce que justement là c'est l'écriture, c'est la répartie et donc lui autant qu'elle sont très très bons là-dedans. Ils ont une très bonne alchimie, ils sont beaux, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres scènes du film, mais là je les trouve là ils sont beaux et bien coiffés, donc c'est parfait. Et donc il y a de l'humour, il y a de la tension sexuelle, il y a une mise en scène qui est très maîtrisée et qui est remarquable. Et après la musique aussi est très bonne et commence avec une tonalité plutôt comique parce que ils se détestent encore un petit peu au moment où ils dansent ensemble, mais ils commencent à être attirés. Et la musique évolue vers quelque chose de romantique pendant la danse. Et ça se termine sur un moment où en fait la caméra coupe et d'un coup la pièce est vide et ils ne dansent que tous les deux. Et donc pour signifier le fait que voilà, c'est enfin un moment intime qu'ils partagent tous les deux, même s'il y a plein de foule autour. C'est le pic de romantisme aussi pour moi du film. Voilà, de tout, performance, mise en scène, musique. Ça me fait trop plaisir d'entendre tout ça. Il y a une scène avant qui déjà est un pic de romantisme qui est devenu cultissime sur Internet. Je pense que tu avais déjà vu les mêmes, à mon avis. Mais non, en fait, non, c'est pas ça. J'ai vu les mêmes avec Arthur, le dessin animé où il a le poing serré. C'est un peu la même chose. C'est une autre main. Alors ça, pour le coup, ça a engendré toute une imagerie et des clichés autour des mains dans les adaptations de films romantiques. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe dans cette scène ? C'est vraiment au début du film, donc il s'aime pas, mais elle lui a quand même rabattu le clapet 2 ou 3 fois, donc il commence à se dire « elle est maline celle-là ».
Et ils sont en train de raccompagner toute la famille des Bennett à la calèche. Et alors qu'elle est en train de monter dans la calèche, elle est surprise par le fait qu'il lui prend la main pour l'aider à monter. Et donc là, pareil, c'est très bien mis en scène puisqu'il y a un gros plan sur la main et on voit, elle, sa réaction surprise, lui, sa tête de coincé qui ne sait pas quoi faire de son visage. Et après, une fois qu'elle est partie, on le voit qui tend sa main comme si il était encore, il subissait un peu l'après-coup, l'aftershock du contact qu'ils ont eu tous les deux. Voilà, il y a un gros plan sur sa main alors qu'il est en train de marcher et sa main se déplie, un peu comme si, oui, il essayait de ressentir à nouveau, de détendre sa main parce qu'il a eu un... Ouais. Ça fonctionne très bien. Ah ouais, complètement. Et on va entendre ta réaction. C'est le plan de main le plus important des 20 dernières années. Je dis ça parce que c'est vraiment quelque chose qui a été repris à de nombreuses reprises dans les films et séries récents. Ce film, en fait, a relancé une mode aussi des adaptations de films en costume et d'histoires d'amour en costume. Joe Wright en a fait plein d'autres. Ouais. Et les plans de main dans ces adaptations sont devenus très très populaires pour signifier, parce que forcément, on est à une époque où ils ne vont pas forcément s'embrasser, on va en reparler, où il y a très peu de contact physique et les rares contacts physiques qu'il va y avoir, c'est pendant des danses ou c'est au moment d'un baise-main ou pour aider une femme à monter ou je sais pas quoi, à toucher la main dans des moments comme ça. C'est les seuls moments de tactile et d'intimité. Mais en fait, j'adore ces moments parce que c'est un truc auquel on peut totalement s'identifier. Moi, quand j'étais plus jeune, la bise et la manière dont tu faisais la bise, par exemple, à un crush, ou la manière dont un crush te faisait la bise pouvait beaucoup signifier. C'est le genre de gestes qui peuvent paraître anodins à tous les gens autour de toi, mais toi, tu comprends au toucher qu'il se passe quelque chose de plus ou tu te dis qu'il pourrait se passer quelque chose de plus. Et donc, c'est des moments, je pense qu'on a tous vécu, en fait, dans une relation toute naissante ou dans un flirt naissant, de sentir le premier contact et tu sens s'il y a quelque chose d'électrique ou pas. Et donc, c'est ce genre de moments qui sont très simples, mais qui, pour moi, contiennent tellement de tensions romantiques que j'adore. Il y a aussi, ça c'est ma scène préférée, c'est pas la scène du bal, c'est la scène sous la pluie. Évidemment. La scène sous la pluie qui est bâtie en plusieurs étapes. Elisabeth rend visite à son amie Charlotte qui s'est mariée avec le pire homme de la planète. Et il se trouve que cette amie habite à côté maintenant de la grande demeure de la tante de Darcy. Et donc, Elisabeth se retrouve à nouveau en contact avec Darcy et avec le cousin de Darcy, avec qui elle sympathise aussi. Et ce cousin, déjà on voit que Darcy continue à avoir un intérêt assez prolongé pour Elisabeth. Elle est toujours complètement ignorante de cet intérêt. Mais surtout, le cousin va révéler quelque chose à Elisabeth. Il révèle que c'est Darcy qui a conseillé à Bingley de se retirer de sa relation avec Jane, la sœur de Elisabeth, alors qu'ils sont hyper amoureux l'un de l'autre et que donc Darcy a très mal conseillé Bingley. Et surtout, il lui dit en gros que il a fait ça parce que... Parce qu'il a des préjugés. Enfin, parce qu'il pensait qu'il y avait des problèmes avec la famille. Pas très sympa. Non. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on apprend ça, toi, ta première réaction, c'était pas de te dire quel connard, c'était de te dire, je suis sûre qu'il a une bonne raison. Darcy is a most loyal companion. From what I heard in our journey here, he recently came to the rescue of one of his friends just in time. What happened? He saved the man from an imprudent marriage. Who was the man? His closest friend, Charles Bingley. Did Mr. Darcy give a reason for this interference? There were apparently strong objections to the lady. I think it was a family that was considered unsuitable. Mais je suis sûre qu'en fait, il y a une raison genre hyper cute. Non, pas du tout. Non, merde. Ça s'appelle Pride and Prejudice. Oh. J'aime trop les films comme ça. Où tu sais, genre, tu penses que la personne a fait un geste hyper méchant et après tu comprends que c'était parce que... Mais juste regarde ça. Okay. Là, Marie me dit ta gueule. Oui, parce qu'on arrive... Cool story, Anaïs, mais on s'en fout. Parce qu'on arrive justement, rien qu'à entendre cette musique-là, oui. Ça me fait quelque chose en fait. La musique est super. D'entendre le bruit de la pluie tombante avec cette musique qui est en train de monter là, je sais ce qui arrive, je le vois dans ma tête. Ce qui se passe, c'est que Elisabeth part en courant parce qu'ils étaient à la messe, en gros. Elle se réfugie sous un kiosque dans le parc du château pour recouvrer ses esprits. Et là, d'un coup, surgit Darcy, trempé
Et donc, très important pour Anaïs, ses cheveux sont aplatis, parce que c'était un gros problème pour toi, il faut en parler. Ah ouais, vraiment, la permanente de Darcy, c'était quand même un gros tue-l'amour pour moi pendant le film. Bon, ben là, il a les cheveux mouillés, donc ça passe beaucoup mieux. Et il lui fait une très belle déclaration. J'adore cette scène. La musique plus la pluie. Oui, c'est très cinématographique. La nature, c'est magnifique, quoi. Et il y a un moment, on a l'impression qu'ils vont s'embrasser, mais ils s'embrassent pas. Il y a une tension sexuelle quand même dans ce moment qui est assez bien. Bon, t'as bien aimé sa déclaration, je pense, on va l'entendre. Ouais. Miss Elizabeth, I have struggled in vain and I can bear it no longer. These past months have been a torment. I came to Rosings with the single object of seeing you. I had to see you. I have fought against my better judgment, my family's expectation, the inferiority of your birth, my rank and circumstance, all these things, and I'm willing to put them aside and ask you to end my agony. I don't understand. I love you. Most ardently. Oh. Oui, en même temps, il lui dit un peu qu'il l'aime malgré lui, quoi. Oui, c'est ça. Il est là vraiment, je ne veux vraiment pas vous aimer. Ça me saoule de ouf, c'est la honte, mais je vous aime. C'est exactement ça. C'est la honte. Appelez-moi pour toutes vos adaptations modernes. En tout cas, moi, j'adore cette scène, mais t'étais pas hyper impressionnée non plus, parce que t'avais l'air de déjà un peu la connaître, en fait. Oui, c'est ça le problème. C'est une bonne scène. Ouais, après j'avais vu les gifs. Mais... Ah oui, merde. Et effectivement, j'ai vu cette image de Darcy comme un rat mouillé, avec le regard un peu triste et bené, plein de fois sur Twitter. Donc j'ai tout de suite reconnu. Mais c'est vrai que ça marche bien et j'aime énormément le most ardently, avec la plus grande des ardeurs, c'est super. On a compris, il y a un débat parmi les fans entre les puristes qui adorent la version de la BBC de 95 et les gros nazes qui aiment la version de 2005. Moi, je suis contre ce débat. Je pense que les deux ont leur mérite. Moi, je suis une grosse naze. Mais non, mais c'est du snobisme, en fait, très clairement. Et j'avais une collègue à BuzzFeed qui s'appelle Anne-Hélène Petersen, qui est une super journaliste culturelle et qui parlait souvent de ce débat et qui disait qu'elle en avait marre qu'on crache sur ce film qui est un bon film et une bonne adaptation. Et je suis d'accord avec elle. Parce qu'au final, on en a parlé ensemble, en fait. À la fin du film, quand je te racontais un peu tout ce qui manque dans le film, les scènes qui ne sont pas là, les raccourcis qui ont été pris, tu me disais, OK, mais j'ai quand même compris. Je pense que l'essence, en fait, de l'œuvre est complètement préservée. Oui, complètement. Il y a plein de moments où tu me disais, oui, mais ça, tu vois, c'est vrai que les gens trouvent qu'on n'a pas assez montré. Et là, tu partais dans une longue explication. Et je disais, ouais, c'est vrai qu'avec une scène, en fait, j'ai tout à fait compris ça. Je disais, ouais, ta gueule. Il est quelle heure, là? Non, mais c'est vrai que oui, je trouve, ça m'a l'air d'être une très bonne adaptation parce que j'ai l'impression que ça trahit pas du tout ce que toi, tu m'as raconté du livre et qu'en plus, ça fonctionne comme un objet cinématographique. C'est-à-dire qu'on sent le côté romanesque, en fait, dans l'histoire. Mais en même temps, c'est un très bon film qui se regarde très bien. Quand on n'a pas vu le livre, on se sent pas perdu ou on se dit pas « Ah, il me manque un élément pour bien comprendre cette intrigue-là, quoi ». Jane Austen, justement, c'est peut-être l'une des autrices et même auteurs les plus adaptées au cinéma et à la télé. Orgueil et préjugés, déjà, a fait l'objet de énormément d'adaptations. Il y a un film de 1940 avec Laurence Olivier, Greer Garson dans les rôles principaux. J'avoue que je ne l'ai jamais vu. Il y a donc la série de la BBC de 95 avec Jennifer Hill et Colin Firth. C'est 6 épisodes. Si vous êtes fan du livre, je vous la conseille parce que vraiment, pour le coup, vous avez toutes les scènes du livre. Et puis, il y a d'autres adaptations qui sont des adaptations moins fidèles. Il y a aussi d'autres adaptations qui sont des modernisations ou des transformations. Il y a d'abord le journal de Bridget Jones. Tu en as parlé tout à l'heure. Le personnage joué par Colin Firth dedans est prénommé Darcy. Il est inspiré de Darcy, mais même la trame en fait de Bridget Jones est complètement inspirée d'Orgueil et préjugés. Et le personnage de Hugh Grant, d'ailleurs, c'est Wickham en fait. C'est-à-dire que c'est le mec malhonnête qui est très charmant, qui peut te séduire en un sourire, mais en même temps, tu sais qu'il est bad news, quoi. Il y a aussi Bride and Prejudice, donc un jeu de mots. Bride en anglais, ça veut dire marié. En français, ça s'appelle Coup de foudre à Bollywood. Ça date de 2004 et c'est un film donc indien situé à Bollywood qui a été réalisé par Gurinder Chadha. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la réalisatrice à qui on doit aussi Joue-la comme Beckham, qui est le film qui a révélé Keira Knightley au grand public. Donc le monde est petit. Il y a aussi Death Comes to Pemberley, qui est adapté d'un roman de P.D. James, qui est une mini-série qui avait été diffusée sur la BBC en 2013.
Death Comes to Pemberley, ça se situe quelques années après le mariage d'Elizabeth et Darcy. C'est pour ça que je l'ai regardé, parce que je voulais voir quelle était leur vie maritale. J'espérais voir du cul. Et en fait, il y a un meurtre. Et il faut faire une enquête. Et Matthew Good, qui est magnifique, joue Wickham. Je vais regarder ça. Matthew Rhys joue Darcy. Oh là 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 là. Ouais. Je vais regarder ça tout de suite ce soir. Ouais, voilà. Donc le casting est très alléchant, mais honnêtement, j'avais été un peu déçue dans mon souvenir. Je l'ai vu il y a très longtemps, mais j'avais pas été très convaincue. Ensuite, on a Orgueil et préjugés et zombies, qui est un livre à la base, donc qui reprend la trame de Orgueil et préjugés avec énormément de modifications, puisqu'il y a des zombies et que les sœurs Bennett ont été entraînées à combattre des zombies. Et donc, il y a eu un film avec Lily James et Sam Riley, qui est sorti en 2016. C'est nul. Ne le voyez pas. Ça ne vaut pas du tout le détour. Et surtout, plus récemment, il y a eu Fire Island, que tu as vu. Donc, tu avais déjà vu... En fait, tu avais déjà vu 2 adaptations d'Orgueil et préjugés, parce que tu avais déjà vu Bridget Jones et Fire Island. Fire Island. J'ai adoré Fire Island. Qui est une comédie romantique qui se situe sur l'île de Fire Island au large de New York, qui est connue comme une destination de la communauté gay l'été. Et donc, ils reprennent exactement la trame d'Orgueil et préjugés, ils la modernisent et surtout, c'est entre hommes en fait. Et il n'y a pas de frères et sœurs, mais c'est une famille choisie. Oui, et c'est une très bonne manière, avec les préjugés, d'aborder par exemple les standards de beauté qui peuvent parfois être très mortifères pour la communauté gay. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé. Orgueil et préjugés, c'est vraiment sa plus adaptée parce que je pense que c'est l'histoire qui a le plus influencé aussi les tropes romantiques et aussi parce que Elisabeth est son héroïne la plus sympathique et la plus moderne. Les autres héroïnes de ces romans sont un peu moins, justement, comme tu disais tout à l'heure, sociables et elle est vraiment définie par son intelligence, sa répartie, tout en étant jolie aussi et jeune. Donc ça passe très bien et c'est parfait pour une ligne romantique. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça a été très adapté. Bon, passons à la fin. C'est très important. Ça commençait bien. Elisabeth retrouve Darcy dans la campagne. Oui, et il y a de la brume, et c'est le matin. Et déjà, j'adore les matins avec de la brume dans la campagne. Et il s'approche au loin, et on sait que ça y est, c'est bon, il est content, ils vont se mettre ensemble, quoi. Et alors, j'étais inquiète un peu parce qu'en fait, ça a commencé un peu plus tôt, parce que dans la demande en mariage de Bingley à Jane, tu étais un peu frustrée qu'ils ne s'embrassent pas. Et je me suis dit, oi, oi, oi. Et tu avais vraiment des grandes attentes. Tu voulais un baiser final. On va l'entendre. Embrassez-vous, là, tout le monde. Mais c'est vrai, s'ils s'embrassent pas, je crains tout, moi. C'est bien beau de se caresser la main, mais... et de se faire des high-five en dansant. Là, j'ai riais un peu toute seule parce que je savais ce qui t'attendait, surtout avec la main. Et je me disais, merde. Oui, j'ai compris. Hein, vu ta réaction quand j'ai dit ça, je me suis dit, bon, clairement, ils ne vont pas s'embrasser et ça va être un désastre. Embrassez-vous, putain. Ne embrasse pas les mains. Il y a de meilleures options, là. Si ça se finit là-dessus, je vais péter un câble. Ah, putain. Sérieusement. Donc, ce qui se passe dans cette scène... c'est que Darcy et Elisabeth, après s'être tournés autour pendant tout ce film qui dure 2 heures, et s'être tapés dans les mains et avoir dansé gaiement, ils se font une déclaration. Elle lui prend la main, elle lui fait un baise-main. Pourquoi pas? Et après, genre, ils se touchent le front en se fermant les yeux. Elle lui dit dans Avatar, quoi. Surtout, elle lui dit tes mains sont froides. C'est tout ce qu'elle lui dit. Elle lui dit pas oui, moi aussi je t'aime ou quoi que ce soit. Elle lui attrape la main, elle lui baise la main, elle lui dit tes mains sont froides. Alors que là, s'il lui disait je sais comment les réchauffer, là on passe tout de suite dans un film beaucoup plus sympathique, tu vois. Vraiment, c'est sans sexe. C'est exactement ce dont je parlais dans notre épisode sur Vous avez un message, c'est-à-dire que quand je dis c'est sans sexe, c'est pas qu'il faut qu'il y ait du sexe, mais c'est juste cette scène est dénuée de sensualité. Et c'est dommage, elle est romantique, mais elle est vraiment pas sensuelle, alors qu'il y a plein d'autres moments, notamment quand ils se touchent la main et tout, qui sont très sensuels et chargés de tension. Et là, il y a rien, quoi. Enfin, ils auraient pu se faire un bisou, quoi. Bah oui, un petit bisou. Un truc un peu hésitant et... Non, ça aurait été bien. Tu sais ce qui aurait été cool? Je n'ai jamais réalisé de film de ma vie, hein, donc vraiment, ne prenez pas du tout ça comme un... Mais moi, je pense qu'ils auraient pu cadrer de vachement plus loin, c'est-à-dire qu'au moment où ils s'embrassent, la caméra est très, 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 très loin. Donc, on voit à peine leur silhouette et on imagine qu'ils sont en train de s'embrasser, mais on le voit pas tout à fait. Ça me frustre. Ouais, mais justement, mais ça, c'est la bonne frustration, tu vois. Je sais pas, moi, j'aimerais bien ça qu'on se touche le front. Hein. Oui, ça, c'est sûr. Non, mais je suis bien d'accord avec toi sur ça. Par contre, je suis pas d'accord sur la scène finale. Moi, j'adore la dernière scène. Of course, t'adores la dernière scène. Pourquoi? Parce que c'est un papa qui est trop gentil. Oui, c'est vrai.
Pour resituer, en fait, Darcy va demander l'autorisation au père, elle va demander la main d'Elisabeth et ensuite Elisabeth a une conversation avec son père qui est persuadé qu'elle déteste Darcy et qui essaie de comprendre et du coup elle lui explique. I love him. He's not proud. I was wrong. You see, he and I are so similar. We're both so stubborn. You really do love him, don't you? Very much. Et il comprend que sa fille est amoureuse, il est ému et il lui dit qu'il ne serait pas séparé d'elle pour quelqu'un de moins valable que Darcy. Elle sort de la pièce, elle va rejoindre Darcy et il dit si les autres filles ont d'autres hommes à me présenter, j'ai tout le temps du monde. Je trouve que c'est pas cliché en fait comme fin, c'est ça que j'aime bien. C'est pas une fin justement où ils sont en train de s'embrasser ou un truc comme ça et c'est marrant et ça correspond à l'esprit pour moi du film. Bon, toi, ça t'a pas trop convaincu. On va l'entendre. Pardon. Ça va, Anaïs? Genre, le dernier plan, c'est Donald Sutherland. Dans son bureau. Tu voulais quoi? Bah, qu'ils se regardent tous les deux, ou qu'ils s'embrassent, ou qu'elle lui embrasse d'autres phalanges. Je vais te montrer qu'il lui embrasse d'autres phalanges. Je vais te montrer une vidéo qui n'est pas inclue dans la version finale, mais qui est une scène coupée. Oui, pour restituer, il y a une autre scène en fait qui n'a pas été inclue où on voit Darcy et Elisabeth mariées et ils s'embrassent et ils sont à Pemberley ensemble. Et donc, vous pouvez chercher sur YouTube la fin alternative et vous serez satisfait peut-être. Et ils sont un peu en train de se taquiner, donc c'est marrant, même si c'est bizarre parce qu'ils sont agenouillés sur le perron de la maison. Enfin, qui fait ça? Ouais, puis t'as l'impression qu'il va presque y avoir des feux d'artifice derrière. Ouais, c'est un peu étrange. Et je reconnais, quand je dis j'aurais aimé qu'ils s'embrassent et tout, non, c'est hyper cliché et c'est bien de, comme tu dis, de finir sur autre chose. Mais j'avoue que ça, c'est un petit côté rigide chez moi. J'aime quand les films commencent et se terminent avec un personnage principal. Et là, en fait, je trouve que ça dilue un petit peu la puissance de la fin, qu'on termine sur le père, même si c'est vrai que c'est une scène qui est jolie, qui est charmante, et que Donald Sutherland est évidemment très bon dedans. Mais voilà, c'est mon petit côté un peu, genre, j'aime bien que ce soit carré, et j'aurais bien aimé que ça se termine sur Elisabeth, par exemple, ou tu vois. Mais oui, c'est pas une mauvaise scène. Mais ils auraient pu s'embrasser, putain. Il y a juste un truc sur lequel je voulais finir. Ce qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est aussi tout ce qui est péri-romantique ou qui ne concerne pas justement la relation romantique entre les personnages. J'adore le fait que Elisabeth soit aussi définie par son rapport avec sa sœur et ce qui semble la bouleverser le plus dans les moments où elle est sur une falaise en train de regarder dans le vide. Et il y a des moments où elle est un peu émo et je trouvais que ces moments duraient parfois un peu trop longtemps ou que je comprenais pas exactement ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Mais j'aime penser que ce qui la tracasse le plus, c'est pas sa relation avec Darcy, c'est le fait que sa sœur a été éloignée de Bingley et qu'elle le sait et qu'en même temps elle ne sait pas comment le dire à sa sœur. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Et j'aime aussi la relation entre Bingley et Darcy parce que justement, il y a ce cliché des filles qui se retrouvent aux toilettes en soirée pour parler de leur crush et qu'est-ce que tu vas faire et tu lui envoies un texto, machin. Et en fait, là, il y a cette scène, mais entre Bingley et Darcy, où ils sont à côté d'un arbre et ils sont en train de dire « Ok, mais je devais rentrer et on devait s'asseoir et c'est comme ça que j'aurais dû faire ma déclaration. Comment je vais faire ?» Et je trouve ça hyper mignon. Et pour le coup, ça va totalement à rebours de ce qu'on imagine sur les hommes. Donc, ça m'a beaucoup plu. Bravo. Merci Anaïs. C'est super. Faisons ça toutes les semaines. C'est quoi le prochain film romantique qu'on regarde? Coup de foudre à Notting Hill, que tu vas bien aimer, parce que c'est sûr. On verra. Hein. L'électrocardiogramme, il était... il est assez haut. C'est comme si j'avais mangé beaucoup trop de cookies et que donc je sentais que mon cœur commence déjà un petit peu à vieillir et qui bat un peu trop fort, quoi. Mais de façon positive. Oui. Ok. Super. C'était Ami. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. La semaine prochaine, Anaïs va me faire découvrir un film que j'évite comme la peste depuis plus de 20 ans, le projet Blair Witch. Si vous voulez le regarder, le film est disponible sur Canal+ en streaming et j'imagine à la location sur beaucoup de plateformes. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À très vite. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours.
Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. J'ai une question. Est-ce que c'est indiqué dans le livre qu'il faut que Mr. Darcy ait la même voix que Kermit ? Parce que ce soit lui ou Colin Firth, moi, c'est un truc qui m'avait choqué dans Bridget Jones, c'est qu'ils parlent tous comme ça, tout le temps. Non, c'est pas précisé du tout. C'est assez frappant, quoi. Ouais, je sais pas.